une fois dans l'ouest de la France, et plus précisément dans le Marais poitevin, l'histoire d'une eau très convoitée et qui se faisait rare à force de servir pour l'irrigation. Depuis 20 ans, personne n'a fait d'effort. L'histoire d'une agriculture dopée aux pesticides qui piégeait les exploitants eux-mêmes. L'agriculteur qui veut changer prend un risque quand même assez majeur, et le risque il est quand même financier, et il est le seul à le prendre en charge. Une histoire noyée sous des discours officiels et des contre-vérités. Il ne s'agit pas de privatiser l'eau ou de permettre à certains de se l'accaparer. Comme pour dissimuler la proximité du président avec l'agribusiness. Mais Macron, c'est aussi le copain de Nestlé, Danone, d'Aussi, qui vont proposer des contrats d'haricots dans le Marais poitevin aux agriculteurs, à condition qu'ils aient de l'eau des bassines. Une histoire faite de fuite en avant et d'aveuglement jusqu'au sommet du pouvoir. L'histoire secrète des méga-bassines débute dans les années 80, au cœur du Marais poitevin. Un parc naturel régional de 100 000 hectares, labellisé en 1979 pour sa biodiversité unique en Europe. S'étendant de Niort à La Rochelle, c'est la deuxième zone humide de France. Batelier depuis ses 15 ans, Julien Leguet est le témoin de la disparition des grenouilles et des lentilles vertes causées par la pollution de ces canaux, qu'on appelait encore récemment la Venise verte. Quand je suis sur l'eau, peut-être que ça m'aide à ressourcer les raisons pour lesquelles je me bats. Avec les racines de mon investissement militant, elles sont vraiment là. Il y a une eau qui ressemble à une espèce de cloaque. On n'est pas très loin de la qualité des eaux qu'on va trouver dans des égouts. C'est une eau qui est très très chargée en nitrates. C'est une eau qui est très chargée en molécules pesticides. Et quand on voit un petit peu comment ce marais se remplit avec toutes les cultures céréalières qu'il y a aux alentours, il ne faut pas chercher à midi à 14h. C'est bien l'eau qui est le vecteur et qui va transporter toutes ces molécules dans le point le plus bas, à savoir le Marais poitevin, deuxième zone humide de France, quoi. Voici comment le Marais poitevin est devenu un territoire pollué. Traditionnellement, quand l'eau de pluie tombait du ciel, elle était canalisée naturellement par des rivières et des tourbières et ruisselait doucement dans les profondeurs de la terre jusqu'aux nappes phréatiques. Dans la région de Niort se trouvait le Marais mouillé, une zone sauvage de prairies humides ressemblant à une vaste cuvette dans laquelle l'eau s'infiltrait. Ce qui permettait d'irriguer en aval vers l'ouest le Marais desséché, traditionnellement plus cultivé. Mais cet équilibre ancestral du Marais poitevin a été modifié après-guerre par le développement de l'agriculture intensive. Pour planter toujours plus de céréales, des exploitants ont reconverti des milliers d'hectares de prairies humides où paissaient des vaches en champs de blé ou de maïs. Problème, pour planter des céréales au printemps, il a fallu drainer l'eau qui imbibait traditionnellement ces prairies. Pour ce faire, les agriculteurs ont agrandi les rivières pour en faire de véritables autoroutes d'évacuation de l'eau vers la mer. En 40 ans, ils ont également drainé plus de 33 000 hectares de prairies humides pour les transformer en champs de céréales. Conséquence, une baisse du niveau des nappes phréatiques et un marais qui se vide. Défenseur de l'environnement, Jean-Jacques Guillet observe depuis 50 ans les dégâts que les cultures intensives de céréales provoquent dans le Marais poitevin. Le voilà mon arbre préféré. Il est pourtant magnifique. Le lierre avait essayé de l'étouffer, mais le lierre est mort avant lui. Il y a seulement 25 ans, 30 ans, avant les prélèvements intempestifs dans la nappe phréatique, le collet de l'arbre était là.
c'est-à-dire que la terre, la tourbe était là. On a perdu 60 à 80 cm ici de sol, de tourbe. On est en train de tuer les arbres. Et d'ailleurs, les arbres, c'est ce qui participe à humidifier l'atmosphère. C'est eux qui nous permettent d'avoir un climat tempéré. Quand on voit les arbres mourir, et c'est le cas de plus en plus et partout, quand on voit les sols s'affaisser comme ça, on devrait être inquiet. On devrait être très inquiet. Pour drainer l'eau du Marais vers la mer, les agriculteurs ont construit de nombreux canaux de dérivation comme celui-ci. Et là, c'est l'agriculteur qui défend ses propres intérêts et c'est lui qui ouvre ou qui ferme suivant ses envies. C'est grave parce qu'on assèche la nappe phréatique là. Parmi ces agriculteurs qui assèchent le Marais Poitevin, Thierry Bourret. C'est l'un des plus riches céréaliers des Deux-Sèvres, mais il ne veut pas trop s'étendre sur la taille de son exploitation. Je ne peux pas trop dire les hectares, les machins, parce que c'est à chaque fois c'est polémique. Pourquoi ? Vous savez, la jalousie est le premier facteur de problème. On va quand même parler un tout petit peu de votre parcours. Oui, mais de manière assez brève. Je ferme, j'ai même envie de fermer le portail. Au sud-ouest de Niort, cet entrepreneur agricole très secret possède une holding financière avec de multiples sociétés, aussi bien dans la méthanisation que dans l'immobilier. Il contrôle ou co-gère 7 exploitations agricoles qu'il a rachetées au fil des années ou dont il a pris des parts. Son royaume s'étend aujourd'hui sur plus de 1800 hectares. Pour qu'il puisse les irriguer, l'État l'autorise à avoir sa propre bassine et il pompe 1 million de mètres cubes d'eau par an dans les nappes phréatiques. L'équivalent de la consommation annuelle de 35 000 habitants. Disons que nous, on n'a pas une politique de cueillette, quoi. Avant, quand il y avait très peu de population, en fait, on a une politique de cueillette, on allait dans la forêt, on prenait des fruits, ce qu'on trouvait, quoi. Non, nous, on a quand même une politique de production à moindre coût possible et le plus rationalisé possible. Voilà. Pour nourrir la planète. Pour nourrir la planète, pour nourrir l'ensemble des hommes, et on ne fait pas de différence entre un Français et un Africain. L'été, on a souvent une période sécheresse, soit au printemps ou en été. On a besoin d'irriguer pour que les plantes puissent se développer normalement. L'irrigation est un gros travail parce que c'est complexe et c'est quand même coûteux parce qu'en fait ça demande de l'énergie pour irriguer et puis ça demande beaucoup de travail et beaucoup de surveillance. Donc on le fait par nécessité, hein. On ne le fait pas par plaisir. Hein. Donc en fait, en gros, l'irrigation a la capacité de doubler en moyenne une production. Hein. Donc c'est important et c'est nécessaire pour l'équilibre alimentaire du monde. Dans les années 80, une petite minorité d'irrigants qui ne représente que 6% des agriculteurs commence à prélever beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques, notamment en raison du boom du maïs. Originaire d'Amérique du Sud, cette céréale tropicale consomme beaucoup d'eau car elle ne supporte pas les étés secs. Elle n'est donc pas adaptée au climat charentais, mais Thierry Bourret l'adore. Il suffit de regarder dans le monde pourquoi cette céréale est numéro 1 mondial et pourquoi elle est autant produite dans le monde. Elle est autant produite dans le monde parce qu'elle est supérieure aux autres. Et après, la grosse partie du maïs, c'est l'alimentation animale. Mais aussi, ça a des capacités aussi demain de remplacer les plastiques. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on fait en fait par le pétrole. Aujourd'hui, on peut le faire avec toutes les céréales. Demain, faire un stylo en plastique avec du maïs, ça existe, quoi. Au fil des années, pour irriguer les 33 000 hectares de prairies humides qu'ils ont transformés en champs de céréales, les agriculteurs intensifs creusent des centaines de forages entre Niort et La Rochelle. Conséquence, une baisse du niveau des nappes phréatiques
et des rivières qui s'assèchent sur plus d'1 millier de kilomètres chaque été. En 1996, au vu de la destruction des zones humides, la France est condamnée par l'Europe pour manquement à ses obligations de protection du Marais poitevin. Il perd son label de parc naturel régional et cette condamnation est assortie d'une astreinte de 150 000 € jour si l'État français ne réagit pas. À l'époque, fonctionnaire territorial, Benoît Biteau est recruté par les régions concernées pour régler le contentieux. Il va géolocaliser 10 000 hectares de culture de céréales dans les parties les plus basses du Marais, qu'il faudrait impérativement réhabiliter en prairies humides pour réalimenter les nappes phréatiques. On a identifié les zones stratégiques, c'est pour ça que l'étude s'appelle comme ça, territoire stratégique, pour que l'eau soit ralentie, retenue, pour que l'eau ait le temps de s'infiltrer, de recharger les nappes profondes. Tout ça est dans les propositions, sauf que dans la discussion, dans la concertation, le monde agricole arrive avec une proposition qui consiste à dire si on veut concilier le bon état des milieux aquatiques, le caractère humide de la zone et des activités agricoles productives, on aura besoin de faire des retenues de substitution. Et donc c'est ce qu'on appelle les mégabassines aujourd'hui. Les mégabassines, ce sont d'immenses réservoirs collectifs jusqu'à 14 terrains de foot que des irrigants remplissent en pompant l'eau de la nappe phréatique l'hiver. L'été, ils s'en servent pour arroser leur culture. Autoriser de nouvelles mégabassines en échange de la reconversion de 10 000 hectares en prairies humides permettant l'élevage, l'Europe donne son accord. Du coup, la France subventionne la construction d'une quinzaine de mégabassines, dont 10 en Vendée et 5 en Charente-Maritime. Une politique d'irrigation qui aurait fonctionné si les 10 000 hectares de champs avaient bien été reconvertis en prairies humides, afin de permettre aux nappes phréatiques de se recharger chaque hiver. Mais cela n'a pas été le cas. Ils ont réussi à avancer sur 1500 hectares ou 1600 hectares, donc c'est confidentiel, c'est parfaitement ridicule. Pour que ça fonctionne, il fallait qu'il y ait les 10 000 hectares, sinon ça ne marche pas. Même à 8 000, c'est pas bon. Il fallait qu'il y ait les 10 000, on est à 1500 aujourd'hui au moment où on se parle. Alors que si on faisait ce qu'on proposait dans le territoire stratégique, de l'eau il y en a. Et il y en a sans avoir besoin de faire des méga-bassines, parce qu'on recharge les nappes souterraines, et que les nappes souterraines rechargées pourront satisfaire tous les usages de l'eau. Il est là le problème. On n'a pas compris que le meilleur stockage, et de très loin, c'est le stockage souterrain. Il fallait une position ferme de l'État, il fallait une position dure de l'État, c'est-à-dire que ça relève d'une déclaration d'utilité publique. Si on laisse la profession, ils feront jamais rien. C'est eux qui ont retourné les prairies, ils vont pas les remettre en prairies. Il fallait que ce soit l'État au travers d'une DUP. Et l'État, qui est en cogestion avec la FNSEA, a refusé de tordre le bras à la FNSEA et de dire c'est 10 000 hectares, c'est DUP, on en a besoin pour la bonne gestion du Marais poitevin, on les achète, on les remet en prairie et derrière, on vous les confie en bail à ferme, à clause environnementale, et c'est de l'élevage, point barre. L'État n'ayant pas contraint les irrigants à respecter leur engagement, le Marais poitevin a continué à être sacrifié sur l'autel de l'agriculture intensive. L'été, à Mosée, la rivière Mignon n'est plus qu'un lointain souvenir. Enfant du Marais, Patrick Picot vient constater la destruction du cours d'eau. C'est tout ce qui reste de la rivière, quelques petits trous d'eau. Et malgré ça, l'irrigation est autorisée. Donc la nappe va continuer à baisser. Ces petits poissons-là, c'est la reproduction pour l'année qui va venir, pour les années suivantes. Donc ça veut dire qu'il y a une destruction de toute la faune aquatique et donc qui va être obligée l'an prochain de se reconstituer et qui sera encore détruite. Donc ça veut dire que finalement il y a quelques mois de vie dans cette rivière, c'est tout. Et tous les ans, c'est à recommencer. Ces rivières qui s'assèchent pénalisent les pêcheurs, mais aussi les conchyliculteurs installés 40 km en aval. Comme Benoît Duriveau. Oh, mes huîtres, mangez pas tout, elles sont vendues.
Vas-y, continue, Franck. Ayant besoin d'un apport régulier d'eau douce, ces huîtres et ces moules subissent de plein fouet l'accaparement de l'eau par les irrigants. Je baisse le haillon et les moules vont sous la douche. On coupe. Ici, il y a le muscle adducteur. C'est comme pour une huître. Et le bonheur. L'eau qui vient du marais Poitevin, c'est la raison même de l'existence des moules et des huîtres sur Charon, dans la baie d'Aiguillon. En règle générale, tous les estuaires de la côte atlantique produisent soit des moules, soit des huîtres, tout simplement parce que c'est l'eau douce qui transporte des oligo-éléments et qui vient réguler la salinité du milieu. Ce qui est sûr, c'est que pas d'eau douce monte la salinité, trop d'eau douce baisse la salinité. Les excès, c'est comme la tablette de chocolat, personne n'aime les excès, ça rend malade ou ça peut tuer. En France, le Code de l'environnement prévoit pourtant que l'eau du marais Poitevin devrait être réservée en priorité à l'eau potable. Ensuite à la préservation des milieux aquatiques et terrestres, donc les rivières et les estuaires. Et en dernier lieu, s'il y a assez d'eau, aux usages économiques comme l'agriculture. En théorie, les moules ne devraient donc pas souffrir de l'activité agricole. Alors que cette hiérarchie des usages, pourtant prévue par la loi, est violée tous les jours, la stratégie du président Macron était très attendue. En mars 2023, il dévoile enfin son plan eau. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il faut être clair, l'eau est indispensable à l'agriculture. Elle est donc indispensable à notre souveraineté alimentaire. Et nous allons avoir plus de surface irriguée dans les prochaines années, c'est une évidence. Quand j'entends un président de la République nous dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation, est-ce que vous mesurez le côté méprisant, le côté insultant même, pour les 94% d'agriculteurs qui ne sont pas irrigants? Et comme si ça ne suffisait pas, leurs propos méprisants et insultants, ils justifient leurs propos qui consistent à dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation et qu'on va engager beaucoup d'argent public dans des fausses bonnes solutions, dans des fuites en avant. Mais ce jour-là, Emmanuel Macron a dit autre chose d'important à propos de l'eau. Réécoutez bien. L'eau est indispensable à l'agriculture, elle est donc indispensable à notre souveraineté alimentaire. Si on comprend bien, notre souveraineté alimentaire dépendrait de l'irrigation et des méga-bassines pour développer une production locale. Pour le vérifier, rencontre avec une élue de La Rochelle en charge de l'autonomie alimentaire d'un vaste territoire de 245 000 habitants. Pour elle, l'irrigation n'est pas forcément synonyme de souveraineté alimentaire. On sait que par rapport à ce qu'il nous faudrait, on surproduit de la céréale ici et on sous-produit du légume, du maraîchage, les fruits c'est encore plus important. Et donc là on est à 2%? Alors là on était en 2017 à 2%. On n'a pas refait ce calcul. Par contre, 2% d'autonomie alimentaire, ça veut dire que oui. 2% de ce qui est consommé provient d'une culture locale de la région, c'est ça? Oui, on n'aurait pas besoin non plus de la totalité des espaces qui sont aujourd'hui en céréales pour arriver à ce dont on a besoin en maraîchage. Donc on n'est pas obligé de complètement renverser la table. Moi j'ai souvent des agriculteurs, notamment conventionnels, qui me disent mais si vous nous dites, par exemple sur la restauration collective, que vous avez besoin de tant de tonnes de carottes cultivées de cette manière-là, nous, on vous les fournit. Et ça veut dire que les hectares qui vont consacrer à la carotte faite de cette manière-là, ils ne vont pas la consacrer à faire des céréales d'une autre manière. C'est un sujet compliqué que d'arriver à convaincre des céréaliers qui font du maïs à grande échelle ou du blé à grande échelle se reconvertissent en culture de lentilles, en culture d'haricots verts, en culture de soja, en culture faire les deux, de pois cassés. C'est pas aussi binaire que ça. Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire des rotations dans leur culture. D'ailleurs, la plupart le font.
Ils peuvent faire une partie en conventionnel, une partie en bio par exemple. Ils peuvent faire une partie avec du maraîchage de plein champ, etc. Ils peuvent faire une partie qui part à l'export, une partie qui reste sur le territoire. Voilà. Encore une fois, ça dépendra aussi de ce qu'on leur demande, de ce qu'on leur commande, donc de la manière dont on se nourrit. Et de ce que vous pouvez leur garantir en termes de revenus. Exactement. Alors, de ce que nous, on peut, en tant que collectivité, via la restauration collective, publique, donc école, EHPAD, voilà, mais de ce que chaque consommateur, dans son assiette, fait aussi. On ne peut pas tout faire reposer sur le consommateur, mais je pense qu'on ne peut pas non plus tout faire reposer sur l'agriculteur. Selon notre enquête, les blocages viendraient entre autres des coopératives agricoles. Loin de la prétendue souveraineté alimentaire, vantée par Emmanuel Macron, elle privilégierait exportation et rentabilité. Visite à la deuxième coopérative de la région, la plus ancienne, créée en 1931. La difficulté, c'est de garder quand même une agriculture qui soit à la fois compétitive, une alimentation qui soit à la portée de tout le monde. Et imaginez que demain, on pourra nourrir toute la ville de La Rochelle avec juste des maraîchers qui sont autour. Je veux dire, c'est complètement utopique. Si à une époque, ça a été de nourrir, aujourd'hui, nous, c'est la rentabilité qui compte aussi. En fait, on est dans un jeu d'équilibre. C'est plus logique que ce soit nous qui exportions une partie de nos productions que ceux qui sont à l'intérieur de la France. Il vaut mieux qu'on soit à l'export, que c'est tout proche de nous, et puis ça part pas si loin, hein, parce que quand ça part au Maroc, en Algérie, enfin toute l'Afrique du Nord ou même l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est pas si loin. Hein. Sur le volume de la COP, si on dit par exemple sur nos 380 000 tonnes de cette année là, 60%. 60%. Ouais. 100% environ, oui, c'est ça. 60% de la production de la coopérative est exportée via le port de La Rochelle. Depuis les années 50, elle contrôle tous les rouages du système. Conseillère et en même temps vendeur de pesticides, fongicides et insecticides, elle incite les exploitants à s'engager dans une culture intensive, qui, de la plantation des semences jusqu'à la vente, lui rapporte le plus de bénéfices. La difficulté qu'on a nous aujourd'hui, c'est d'avoir de nouvelles solutions de protection des plantes. On a besoin de protéger les plantes, on a besoin de désherber. Enfin, nous considérons qu'on a besoin de désherber parce qu'on n'est pas dans une logique de faire pousser des blés dans des mauvaises herbes. Ce qu'on fait, en fait, c'est on soigne les plantes et les pharmacies soignent les humains. Quand on prend un médicament, il y a toujours un effet qu'on veut obtenir et toujours un effet négatif. Dans ce qu'on fait, nous, c'est est-ce que l'effet négatif est supérieur à l'effet positif ? En fait, c'est ça la question. Conséquence de cette production intensive de céréales, dans la plaine d'Aunis, des records de pollution d'air ont été atteints avec 41 molécules de pesticides retrouvées en 2021. Dans la petite commune de Saint-Rogatien, il y avait ces dernières années 5 fois plus de cancers infantiles qu'ailleurs en Charente-Maritime. Signe que l'agglomération de La Rochelle s'inquiète, elle a dû fermer 4 captages d'eau potable après avoir constaté qu'ils étaient bourrés de résidus de pesticides. On a toujours une autre source qui est la Charente, donc on continue d'être alimenté par la Charente. Mais les captages qui étaient des sources naturelles, on va dire, ont été fermés dû à des pollutions qui viennent des sols. Là, ce que ça va nous coûter sur l'eau, ça va être important. Donc on a un stress sur la quantité d'eau, qui est extrêmement important, et qui est aussi lié à ce qui se passe dans les champs et à la manière dont on cultive. Et on a un stress sur la qualité de l'eau. Et ça va pas s'arranger. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille comment on fait pour amener à une transition agroécologique dans les champs et dans les assiettes. Depuis 2008, l'État demande pourtant aux agriculteurs de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires de moitié. Ils n'ont jamais réussi à atteindre cet objectif. Pour le président de la Chambre régionale d'agriculture, lui-même irriguant et à la tête d'une coopérative agricole, les exploitants peuvent difficilement se passer de pesticides. Aujourd'hui, on fait porter à l'agriculteur seul
effectivement cette prise de risque de dire il faut réduire les produits phytosanitaires. Il y a un impact sur la production parce qu'on n'a pas encore mis en place. Et un impact sur la santé publique. Oui, non mais d'accord. Oui, mais c'est pourquoi l'agriculteur, lui, le risque qu'il prend sur sa production sur une année, sur un exercice, aujourd'hui, il se retrouve seul par rapport à ça. Quand on a la sécurisation de l'eau, c'est quand même beaucoup plus sûr. Voilà la réalité. De terrain, malgré tout ce que les gens peuvent dire, en particulier les irrigants. On ne met pas les rivières à sec, ils disent. Ça vaut le coup de faire un constat d'huissier, là. D'après les services de l'État, le milieu est en bon état. Donc peut permettre les prélèvements pour l'irrigation. Le souci, c'est qu'on est en train d'assécher les rivières et puis faire crever les poissons. Depuis 2008, au nom de Nature Environnement 17, Patrick Picaud conteste les méga-bassines de Charente-Maritime devant les tribunaux. En 15 ans, l'association a lancé une trentaine d'actions en justice. En mai 2022, elle obtenait enfin de la Cour d'appel de Bordeaux une décision de nature à préserver un peu mieux l'équilibre du marais Poitevin. 5 bassines, situées près de la Laigne, en Charente-Maritime, sont jugées illégales. En cause, des études d'impact insuffisantes qui ne permettaient pas de mesurer les effets des prélèvements d'eau sur les niveaux des rivières et sur la faune aquatique. Résultat de cette décision de justice, des bassines inutilisables et un immense gâchis d'argent public. On a entamé une nouvelle procédure pour voir comment on se sort là de ce bourbier, parce que des réserves sont construites, elles ont été financées et elles sont inutilisables. Elles sont en train de se dégrader, donc il y a gaspillage d'argent public et en plus peut-être l'obligation pour les irrigants de remettre le terrain en état, c'est-à-dire de reboucher les trous, quoi. Malgré les condamnations de la justice, les irrigants, eux, continuent à estimer que leur modèle agricole n'est pas en cause. La justice est passée, donc l'État applique les décisions de justice, donc vous arrêtez de prendre dans les réserves, vous pompez dans la nappe. Donc on peut irriguer en reprenant dans la nappe l'été. En fait, on revient 15 ans en arrière. En clair, l'État fait peu de cas des décisions de ces tribunaux et continue à permettre un pompage excessif des nappes phréatiques l'été, en violation du Code de l'environnement. Pire, en 2018, les pouvoirs publics décident de subventionner 16 nouvelles méga-bassines, notamment à Sainte-Soline. Officiellement, il s'agit d'un protocole pour une agriculture durable. Il était demandé par les services de l'État ou les agences de l'eau de porter un projet en collectif. Donc les agriculteurs se sont organisés en coopérative pour dire on va faire un projet collectif sur un territoire et donc voir à quel endroit on place les réserves, quel prélèvement on substitue pour que c'est le plus de sens possible. Et puis déjà les agences de l'eau disaient on veut bien vous accompagner ou vous aider, mais en contrepartie vous devez avoir des engagements. On s'engage, nous irrigants, donc, à construire les réserves, à beaucoup moins prélever l'été ou à plus prélever l'été sur certains secteurs, donc ce qui sera bénéfique pour les autres usages. On va recevoir peut-être de l'accompagnement financier, mais on s'engage aussi à replanter des haies, à faire évoluer nos cultures, nos productions. Au départ, Julien Leguet participe avec enthousiasme aux négociations, mais il va rapidement se heurter à un mur. La préfète a introduit la Réunion par une déclaration du Premier ministre sur le thème des réserves d'eau sur le territoire. Grosso modo, le positionnement du gouvernement est d'appuyer et de poursuivre. Ça montre bien que pour ce gouvernement, ce type d'équipement est la solution technique pour l'agriculture de demain. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Pire, les opposants aux bassines découvrent rapidement que les engagements environnementaux que la préfète fait miroiter sont un peu bidons. En échange de leurs 16 nouvelles méga-bassines, les irrigants devaient respecter un des 3 engagements suivants. Replanter des haies ou baisser leur utilisation de produits chimiques de moitié, déjà demandée par l'État depuis 10 ans, ou faire une rotation de culture
une obligation en réalité déjà exigée par l'Europe. Ça aurait pu être une démarche de progrès s'ils avaient dit on plante des haies et on réduit les pesticides et on travaille sur des rotations plus longues et on arrête le travail du sol. Si ça avait été des haies, ça aurait pu être... Mais c'est du ou. C'est-à-dire que vous plantez une haie autour de la bassine, vous avez le linéaire nécessaire pour avoir validé les engagements du protocole. Ça s'appelle du foutage de gueule. La mise en place d'un protocole, on y était d'abord allé dans une optique constructive. Et quand on a vu que les dés étaient pipés et qu'en fait on cherchait juste à essayer d'arroser ou d'habiller des décisions déjà prises autour d'une espèce de processus pseudo-démocratique, on a très vite dénoncé la méthode d'animation. On a dit un petit peu ce qu'on pensait de ces bassines et de ce protocole. Ça a été très mal pris par la préfète des Deux-Sèvres, qui a considéré qu'il y avait un comportement déloyal et que le collectif Bassines Non Merci ne devait plus siéger dans les instances de concertation. Fin 2018, sentant que le protocole va être signé sans eux, les opposants laissent éclater leur colère. Il faut changer ce système agricole! Changer le projet! On est en train de tuer les territoire! On doit pouvoir aller se baigner dedans! On doit pouvoir en boire! Il n'y a pas de raison que vous la confisquez cette eau! C'est vous qui n'êtes pas sérieux! C'est vous qui n'êtes pas sérieux! 5 ans après la signature de ce prétendu protocole d'agriculture durable, les irrigants rechignent encore à tenir leurs maigres engagements. Les agriculteurs disent, nous, on veut faire un engagement en parallèle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la mise en place des réserves, on va mettre en place les mesures qu'on a annoncées, de plantation de haies, de réduction des produits phytosanitaires, de diversification, mais on le fait de manière parallèle. Ça fait 5 ans quand même qu'il a été signé ce protocole, c'était en décembre 2018, de mémoire. Oui, mais la réserve, la première, elle a démarré que l'an dernier. Donc c'est ça, c'est de dire on avance de pair. Les agriculteurs, et à juste titre, ils disent on met les réserves et au fur et à mesure, nous, on s'engage et puis au bout de 5 ans, on aura tout mis en place. Dans cette guerre des bassines, l'État incite-t-il financièrement ses préfets à négliger l'environnement ? Fin 2021, le Premier ministre avait mis la pression sur celui des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry, pour qu'il lance rapidement plus de 2 réserves de substitution en 2022. Ce sera Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon. Dans cette feuille de route du préfet, révélée par Politico en novembre 2023, Jean Castex précisait même. Vous vous attacherez à ce que les travaux soient engagés dans les meilleurs délais compatibles avec les procédures actuellement pendantes devant le juge administratif. Les résultats obtenus constitueront l'un des critères d'appréciation de votre action. En France, une part de la rémunération des préfets dépend effectivement de leurs résultats. Et cette part variable peut atteindre plusieurs milliers d'euros. En clair, plus Emmanuel Aubry construisait de méga-bassines, plus il touchait d'argent. Nous le retrouvons à la préfecture du Mans. Quel est votre positionnement par rapport à ce protocole qui a été signé Alors pour moi, je suis préfet de la Sarthe et naturellement, il me revient de discuter de la gestion de l'eau en Sarthe. Pour les autres territoires dont j'ai pu avoir évidemment une bonne connaissance, je n'ai pas suivi leurs évolutions, y compris les plus récentes. D'accord. Pour en revenir sur la gestion de l'eau, simplement juste pour cette histoire de méga-bassines, est-ce que vous pensez que, parce que dans le protocole, c'est bien des méga-bassines qui vont pomper dans les nappes phréatiques, sachant que dans l'étude des agriculteurs, il n'y avait pas la prise en compte justement du réchauffement climatique. Est-ce que vous aviez conscience de ça quand vous avez... Comme je l'ai dit, je suis préfet de la Sarthe. Du coup, vous ne souhaitez vraiment pas vous exprimer sur la feuille de route que vous aviez quand vous étiez préfet dans les Deux-Sèvres ? Je suis le préfet de la Sarthe, naturellement. Vous avez aussi une feuille de route dans le... Tous les préfets, dans tous les départements, des feuilles de route, naturellement. C'était juste la question que, ayant fait des études de sciences politiques, comment on peut être garant d'intérêt général et avoir une prime pour finalement
assurer la construction d'ouvrages privés. Je suis attentif à la gestion de l'eau dans le département de la Sarthe. Merci. D'accord, merci. C'est une vraie question. Moi, je vous ai un peu titillé, mais c'est un ouvrage privé, donc la question se pose de savoir pourquoi un préfet, et s'il n'a pas finalement, s'il est garant d'intérêt général, une position qui peut être privée au regard des primes qu'il peut toucher. Mais bon. Pourquoi les macronistes ont-ils insisté pour construire autant de méga-bassines ? À ce stade de notre enquête, un indice va attirer notre attention. L'année même de la signature du protocole des 16 nouvelles bassines du Marais Poitevin, les pouvoirs publics validaient un projet d'agrandissement du port de La Rochelle en cohérence avec les ambitions d'Emmanuel Macron pour accélérer encore la mondialisation. Notre souveraineté, elle est aussi dans l'accès à nos ports et la capacité de nos ports à irriguer nos terres. Elle repose aussi sur notre capacité à continuer à faire grandir nos ports français et à en faire des champions. Mais à La Rochelle, les pouvoirs publics auraient dissimulé le véritable motif de l'agrandissement du port. Dans les brochures du projet, on parlait d'améliorer l'attractivité du port sur la filière pâte à papier. Une note confidentielle de la direction prévoyait même un doublement de volume produits forestiers d'ici 2027. Mais très vite, une source bien informée qui nous a demandé de préserver son anonymat va avoir des doutes. Moi, je me rappelle quand j'ai analysé ce projet que, alors déjà, il n'y avait aucune justification commerciale, ce qui est quand même très curieux pour un projet d'une telle envergure. Et quand on regarde le marché de la pâte à papier, ce qui est évident, c'est que c'est un marché qui décroît du fait du numérique, qui se développe beaucoup. Et donc, on a été quelques-uns à s'étonner beaucoup, effectivement, de cette mise en avant de la pâte à papier. En examinant une carte, on remarque un fait intéressant. La Rochelle, c'est le deuxième port français exportateur de céréales. Il approvisionne notamment en blé tendre le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Or, c'est sur la zone portuaire devant Chef de B4, là où on charge des céréales qui partent à l'export, que devaient se concentrer 25 millions de travaux. Pour notre source, l'agrandissement du port de La Rochelle visait en fait à augmenter les exportations de céréales. Mais c'était difficile à assumer politiquement. Je crois qu'il y a eu un vote de la municipalité sur justement le projet. Alors, il a été faiblement majoritaire. Voilà, donc c'était un signe très négatif pour le coup, parce que d'habitude, je ne crois pas que le port de La Rochelle était sujet à ce type de refus d'une partie importante des élus. Le port est un établissement public qui répond à l'État et qui doit travailler dans les mêmes règles que l'État doit travailler, c'est-à-dire dans la transparence de l'usage de l'argent public. Ça, c'est une règle essentielle. Et là, clairement, il n'y a pas eu de transparence, il y a eu tromperie. Et moi, ce qui me choque aussi, c'est que le projet passe. Au niveau de l'État ? Au niveau de l'État, oui. Et si moi, en ayant un peu étudié ce projet, je m'en suis rendu compte, forcément, d'autres se sont rendus compte. Et forcément, d'autres savent qu'il y a tromperie. Mais personne ne le dit. Comme ça, le projet avance. Mais les rejets, et plus certainement, plus largement, il y a tout le bassin... Le bassin du Marais Poitevin ? Tout le Marais Poitevin, et puis au-delà aussi, ne verront pas de la pâte à papier se développer sur le port de La Rochelle, une pâte à papier qui est sans risque pour l'environnement, mais des céréales, très très fortement, parce que il y a des silos à remplir,
parce que maintenant, il va falloir faire venir des bateaux de très grande capacité, etc. Pour rentabiliser les investissements. Pour rentabiliser les investissements, oui. Parce que ces investissements, ils sont faits pour les clients qui sont sur le port. Ces clients qui sont sur le port, c'est notamment Sika Atlantique, une société créée par les coopératives agricoles de la région pour le transport de céréales qu'elles vendent dans le monde entier. Mais aussi le groupe Soufflet, spécialisé dans le négoce de grains. Au moment où était décidée la construction des 16 nouvelles méga-bassines et l'agrandissement du port, Soufflet anticipait une augmentation de ses ventes de 25% et construisait un nouveau silo sur les quais. Loin des discours d'Emmanuel Macron qui évoquait la souveraineté alimentaire, les gros céréaliers du Marais Poitevin assument aujourd'hui de travailler principalement pour l'exportation. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des terres fertiles, hein, donc ces deux conjonctions de la terre et du climat font que certains pays sont très défavorisés, donc ils ne pourront jamais être autonomes. Donc moi je ne suis pas pour la régulation de la population, donc il faut bien nourrir les personnes présentes. Et moi je dis c'est notre devoir. Un devoir très lucratif, car en exportant, les irrigants de Nouvelle-Aquitaine peuvent spéculer sur le prix des céréales. Grâce à ces immenses silos installés sur le port de La Rochelle, ils attendent que les prix soient au plus haut pour vendre, comme en cas de guerre par exemple. Bon, voilà, des fois on a une belle aubaine, comme ça a été l'an dernier. Faut reconnaître, hein, la crise, la guerre ukrainienne finalement a redonné un peu de souffle parce que finalement on s'est retrouvé avec des prix des céréales qui se sont envolés. Les opposants aux bassines, eux, dénoncent un agribusiness cynique et irresponsable. Ceux qui aujourd'hui racontent qu'ils nous nourrissent et qui nourrissent le monde, finalement nous empoisonnent la terre, empoisonnent notre avenir, mettent notre avenir en péril. Je prends cet exemple souvent des espèces animales et végétales. Chez les animaux, chez les plantes, quand quelques individus, et c'est le cas là, sur ces 5% du monde agricole soutenu par l'agro-business, quand une minorité d'une collectivité risque de mettre à mal l'avenir de cette collectivité, chez les corvidés, chez les loups, chez n'importe quel mammifère, chez les plantes, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de détail. On les élimine parce que l'espèce, la survie de l'espèce est en jeu. Moi, je ne dis pas qu'il faut les tuer. Ce serait d'intérêt général que de les payer pour qu'ils restent chez eux, qu'ils ne touchent plus au matériel, aux engrais, aux herbicides, aux pesticides. On aurait intérêt économiquement à les payer à ne rien faire. Jean-Jacques Guillet et Benoît Biteau sont d'autant plus remontés qu'en France, l'agriculture intensive est massivement subventionnée. On est prêt à mettre sur la zone Poitou-Charentes 400 millions d'euros d'argent public pour faire ça, pour servir 6% des agriculteurs qui ne représentent plus que 1,5%, je parle des agriculteurs de la population. C'est-à-dire une frange infiniment faible, mais qui a mis la main sur une ressource qui est un commun et qui est parfaitement vitale. C'est quand même le principe pollueur-payeur, il a du plomb dans l'aile. C'est le pollueur qui est payé, y compris quand on lui fait des bassines, et le pollué qui est le payeur. Ça coûte entre 17 et 27 fois plus cher de réparer les dégâts d'une agriculture qui a utilisé des pesticides et des engrais de synthèse que d'accompagner en amont, dans une logique préventive, d'anticipation, une agriculture qui ne détruit pas la ressource en eau et l'air qu'on respire. Entre 17 et 27 fois moins cher. Et ça effondre complètement l'argument qui consiste à dire on ne peut pas se passer de cette agriculture productiviste parce qu'il faut qu'on sache mettre en marché des produits pas chers pour les foyers à modeste revenu. Dans quel monde vivons-nous ? Mais dans quel monde vivons-nous ? Dans un monde où, parce qu'on a des modestes revenus, on doit bouffer de la nourriture blindée de pesticides et d'engrais de synthèse. Parce qu'on a des modestes revenus, on doit acheter de la nourriture qui participe à l'accélération du changement climatique. Parce qu'on a des modestes revenus, on doit acheter de la nourriture qui participe à l'effondrement de la biodiversité.
C'est ça le monde que nous propose ce gouvernement ? Et la FNSEA, bien entendu, mais ils sont en cogestion. Dans quel monde vivons-nous ? Ces dernières années, des milliers de citoyens ont entrepris d'agir contre les méga-bassines. Comme ici en 2021 où ils avaient saboté celle de Cran-Chaban, au sud-ouest de Niort. Aujourd'hui, un groupe de camarades, citoyens, paysans et paysannes a démonté la pompe qui permettait à cette bassine de se remplir et a rendu l'eau à la nappe. En 3 ans, plusieurs méga-bassines que les exploitants appellent réserves de substitution ont été sabotées, provoquant des millions d'euros de dégâts. Tous les mois, ils dégradent une réserve de plus, parce que des réserves, il y en a quelques-unes, des réserves de substitution en Vendée, il y en a en Deux-Sèvres, il y en a en Charente. Bon, bah là, dernièrement, en Charente, ils ont été déchirés la boche. Il y a des gens qui sont allés, ils ont déchiré la boche. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. Hein. Aujourd'hui, on a une minorité qui ont l'impression de connaître, qui ont la science infuse et qui veulent que leurs idées, il n'y a que leurs idées qui est bonne. Non, si elles étaient bonnes, d'abord ça se saurait, elles seraient faites par d'autres. Moi, je me considère, on est des pacifistes, nous. On est des gens de dialogue. On veut aller vers les gens, on veut discuter, échanger, on veut imposer nos idées, mais on veut le faire par le dialogue, par l'explication et tout. Mais pour imposer leurs idées, les partisans de l'agriculture intensive utilisent parfois des méthodes nettement plus musclées. Depuis 3 ans, Benoît Biteau a enduré des intimidations, du cyberharcèlement et même une tentative d'assassinat. En 2007, il avait racheté la ferme familiale, puis cessé les cultures de maïs irriguées pour faire de l'élevage. Là, continue. Là, voilà. Voilà. Chut, 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 chut. Et tu fais mal quand tu fais ça avec tes cornes. Là, tout doux. Tout doux. Là, voilà. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Devenu député européen, il est connu dans la région pour soutenir une agriculture durable. En général, les représailles ont souvent lieu au moment où il y a des événements autour des méga-bassines, par exemple. En mai 2020, 2 plaintes concernant un homme qui s'appelle Jackie Joubert, qui est agriculteur pas très loin d'ici, qui à 2 reprises est venu nous tirer dessus avec une arme à feu. Je suis élu de la République, je suis paysan, mais je suis élu de la République. Un citoyen me tire dessus avec une arme à feu, on porte plainte, ma femme porte plainte, je porte plainte. Il y a 2 témoins, puisqu'on était assis à la table pour un déjeuner avec mon salarié et sa compagne. Donc il y a 2 témoins, on est 4 à porter exactement la même version des faits. Et lui est entendu dans le cadre de l'enquête et déclare qu'en aucun cas il ne nous visait alors qu'on a vu passer les projectiles entre nous au moment où il y a eu les tirs, donc il n'y a pas eu de blessés, c'est sûrement pour ça que c'est classé sans suite aussi. Et ce type-là raconte qu'à aucun moment il a tiré vers nous et qu'il tirait des oiseaux sur une parcelle en face chez nous pour les faire fuir parce qu'ils étaient en train de manger ses récoltes. Le Jackie Joubert en question n'a pas une parcelle à moins de 3 km de chez moi. Ça donne le niveau de rigueur de l'enquête. Depuis 3 ans, l'enquête est au point mort. Contacté, Benjamin Alla, le procureur de la République de Saintes, qui avait déjà classé sans suite 2 plaintes de Benoît Biteau, a estimé ne pas avoir à communiquer sur ces affaires. À cette époque où la justice classe ses plaintes, Benoît Biteau espère au moins être protégé par la gendarmerie, notamment par sa cellule Déméter. Créée en 2019 à l'instigation de Christophe Castaner, elle est censée collaborer avec des syndicats agricoles comme la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour lutter contre les violences du monde agricole. Suite à ces différentes plaintes classées sans suite, je demande à la gendarmerie la protection de la cellule Déméter pour protéger ma structure, mon outil de travail, les salariés qui y travaillent, ma famille qui habite sur place. Et là, l'adjudant de la gendarmerie de mon canton me répond « Mais monsieur Biteau, vous n'êtes pas sérieux, vous n'y pensez pas. La cellule Déméter, c'est pas pour vous, vous êtes écologiste. » En 2022, la cellule Déméter avait en revanche été activée pour surveiller Julien Leguet.
Il avait retrouvé une balise GPS sous sa voiture, ainsi qu'une caméra de surveillance. C'est une caméra orientable pour le coup et télécommandable à distance. Et ça c'est un bloc de télétransmission. Je ne suis pas de la partie mais c'est du beau matériel de Barbouze. Là où c'est hyper craignos, quand un État et quand une justice ont des traitements comme ça différenciés selon les citoyens impactés, c'est qu'en face, ça génère un très grand sentiment d'impunité et qui fait qu'en effet, un scénario catastrophe, c'est qu'un jour, il y en aura un là-haut qui aura pris plus la confiance ou qui aura plus picolé que de raison et que les soirs précédents et qui tirera sur un passant qui passe parce qu'il s'approche de la bassine, quoi. Le 22 mars 2023, à La Rochelle, à l'appel de la FNSEA, près de 300 agriculteurs manifestent contre l'interdiction des pesticides et pour la poursuite de l'irrigation. Après avoir exprimé leur colère en centre-ville, ils se rendent au domicile de Patrick Picaud. Il y a eu une cinquantaine d'agriculteurs, des tracteurs et des remorques qui sont venus déverser tout un tas de déchets dans la rue et dans mon jardin, des pneus, des tuyaux en plastique. Et donc la façade a été vandalisée. Et puis surtout, il y a eu des menaces physiques et des violences vis-à-vis de mon épouse, quoi. Elle a reçu des jets de pierre, du fumier, des pneus, enfin voilà. Certains, oui, ont du mal à se contenir. Mais ça, après, c'est notre travail, nous, de responsables, d'empêcher en tout cas les collègues d'arriver à ces formes d'action. Mais Patrick Picaud, pourquoi ? Parce qu'il est très présent, lui, effectivement, dans les discussions sur l'eau. Et puis la difficulté à trouver des moments d'échange ou des solutions ou de partager des solutions en commun. C'est vrai que c'est quand même ce qu'on constate aujourd'hui avec certaines associations. Hein, qui nous ont dit à un moment donné, nous, on ne sera pas autour de la table de discussion, nous, ce sera le recours en justice. Mais le juridique, c'est quand même qu'on est dans un état de droit. Oui. Et en démocratie. Oui, mais ça n'empêche pas le juridique, effectivement, mais qu'on discute d'abord, qu'on trouve des solutions. D'accord, mais enfin, venir devant chez quelqu'un, déverser des pneus, agresser sa femme, c'est pour discuter ? C'est un mode de discussion ? Non, la discussion, elle doit avoir lieu avant. Mais quand elle n'a pas lieu avant, ça peut arriver à ces situations. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la solution. Aujourd'hui, dans le Marais, chacun vit sur ses gardes. À Sainte-Soline et les 2 premières bassines des 16 prévues, les irrigants ont installé 3 rangées de barbelés et des caméras. Malgré les nouveaux recours judiciaires, ils espèrent toujours pouvoir passer en force. Autour d'une 3e méga-bassine, sortie de terre ces derniers mois, ils patrouillent, nuit et jour. Il y a la milice, tout va bien. Ah, on est dans un monde quand même assez fantastique. Moi, je pense qu'il y a une partie des cours d'eau, si vraiment le réchauffement continue comme il il y a une partie des cours d'eau qui ne courront plus l'été. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, la planète, elle restera, même sans eau l'été, parce qu'on veut sauver la planète. Malgré des sécheresses de plus en plus préoccupantes, les gros irrigants continuent à faire prévaloir en Nouvelle-Aquitaine un modèle agricole à bout de souffle, qui détruit la planète. Mais même s'ils ont toujours le soutien de l'État, le doute commence à s'immiscer dans les esprits. Là, aujourd'hui, on considère qu'on a perdu la bataille, hein, aussi bien médiatique, juridique. On va essayer de sauver ce qu'on peut, mais clairement, on a ce qu'on appelle tous les vents contraires, quoi. Même les agriculteurs sont les victimes de ce truc-là. Les agriculteurs, ils s'en sortent même plus. Ils vivent avec moins de 350 € par mois pour un tiers d'entre eux. Un se suicide tous les jours. Là, il y a une manipulation, je pense, d'un certain nombre de personnes qui tiennent les ficelles à la FNSEA
pour continuer une agriculture qui est en train de détruire les petites exploitations. Sur le bassin versant ici à côté, on a perdu en 40 ans 74% des exploitations agricoles. Donc si l'irrigation, si la chimie et si la culture intensive étaient capables de sauver l'agriculture française, ça se saurait. Et là, ça ne fonctionne pas. Ce système-là ne sert que des logiques ultralibérales, dont les grands bénéficiaires s'appellent Bayer, s'appellent Yara, s'appellent Limagrain, s'appellent à Laval, Nestlé, Danone, Cargill. Voilà, c'est ceux-là les grands bénéficiaires de tout ça. Et tant que ça gagne, on joue. Et tout ça avec de l'argent public. Ah, c'est cool, on se fait harakiri tous les jours. C'est de l'autodestruction, ça s'appelle. Cet hiver, dans la partie basse du marais Poitevin, de fortes pluies ont détruit des centaines d'hectares de maïs plantés dans des prairies humides, reconverties à l'agriculture, mais inondables. Le maïs n'a rien à faire ici. Et on insiste et on continue. Et on n'a toujours pas compris. Pourtant là, ça nous pète à la figure, par tous les bouts. Pour une fois, la nature a repris ses droits. Elle aura probablement, au final, le dernier mot. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens comme vous. Off Investigation, c'est des enquêtes que les chaînes de télé n'osent plus produire. Notre liberté éditoriale est totale parce que contrairement aux médias mainstream, on est financé principalement par vous. Résultat, on peut révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.